Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, les taux longs qui sont sous surveillance, les taux longs, le 10 ans américain notamment, et par mimétisme, les taux longs européens sont surveillés de près par les investisseurs. L'espoir de la reflation peut-il se transformer en crainte inflationniste? C'est le sujet du moment. Quelle est la bonne température pour les marchés alors que l'économie se réchauffe, hein. On a vu encore les statistiques américaines en fin de semaine dernière qui montraient un retour vigoureux du consommateur dès que l'économie commence à rouvrir ou affiche des perspectives de réouverture. Les ventes au détail ont bondi de plus de 5% au mois de janvier aux États-Unis. Les taux sous surveillance, donc on suivra avec attention le discours de Jérôme Powell demain, le témoignage du patron de la Réserve fédérale américaine devant la commission bancaire du Sénat. Et aujourd'hui, c'est Christine Lagarde qui s'exprimait à ce sujet, déclarant que la BCE suivait de près les mouvements de réappréciation des taux long terme du côté américain. Au-delà des débats monétaires, c'est la question budgétaire qui est centrale pour les prochains jours et les prochaines semaines, avec le jeu législatif qui va rentrer dans le vif du sujet à la Chambre des représentants cette semaine. On peut attendre d'ailleurs un vote sur le nouveau plan de soutien à l'économie américaine dès cette semaine à la Chambre des représentants avant le passage au Sénat. Et Janet Yellen aujourd'hui à l'occasion d'une conférence à New York qui défendait l'idée toujours d'un massif plan de soutien pour les ménages américains, pour les entreprises américaines. Janet Yellen estime qu'il vaut mieux distribuer des chèques à tout le monde plutôt que de cibler bien des populations réduites. Et Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, estime que la mesure du succès du plan Biden sera la vitesse de retour du chômage au niveau d'avant-crise. Le taux de chômage qui s'est établi sur le mois passé à 6,3% aux États-Unis. Les marchés qui évoluent donc au rythme de la reflation, hein. C'est une journée qui est très tournée vers le thème de la reflation. Ainsi, on a vu le secteur pétrole et gaz qui surperformait largement en Europe et à l'inverse, des secteurs qui souffrent de la remontée des rendements obligataires, les secteurs les mieux valorisés, pour ainsi dire le secteur de la technologie en premier lieu, qui a le plus souffert aujourd'hui en Europe. Et puis dans les mouvements de marché à suivre, on notera la remontée continue des matières premières avec un pétrole américain qui prend entre 2,5 et 3% encore aujourd'hui. Et puis les effets collatéraux avec un crash sur le segment des crypto-monnaies aujourd'hui, hein. Le Bitcoin a perdu plus de 15% entre le point haut marqué ce week-end à plus de 58 000 $, je crois. On est retombé sous les 50 000 $ et puis le Bitcoin est reparti se stabiliser autour de 53 000 $ actuellement. Beaucoup de volatilité, mais quand même des cryptos qui accusent un peu le coup aujourd'hui. On parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, il sera question de l'investissement durable, responsable. C'est un fil rouge permanent aujourd'hui pour les investisseurs, un prérequis pour les gérants d'actifs. Comment investir durablement en évitant le risque de valorisation sur certains segments de marché. On parle d'une bulle verte aujourd'hui sur les marchés. On en parlera avec l'un des gérants de Zadig Asset Management qui sera avec nous donc en direct à 19h15 dans Smart Bourse. Une journée marquée encore par le thème de la reflation sur les marchés financiers et les marchés boursiers notamment. Le résumé complet après clôture en Europe, c'est chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture en léger recul finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,11% à 5 767 points après être descendu jusqu'aux 5 700 points environ en séance. Si les marchés surveillent de près les rendements obligataires, c'est aussi le cas de la BCE, ce qui a tendance à rassurer les investisseurs. Christine Lagarde, qui s'exprimait aujourd'hui devant le Parlement européen, a déclaré que la BCE suit de près l'évolution des rendements des obligations nominales à long terme et ce, afin de s'assurer que les conditions de financement dans la zone euro soient toujours favorables pour soutenir l'économie dans la période actuelle. Une annonce qui a eu pour effet de faire reculer légèrement le rendement à 10 ans du Bund allemand, tandis que le CAC 40 en a profité pour remonter. En Allemagne, toujours l'indice IFO du climat des affaires s'améliore à 92,5 points en février contre 90,5 attendu, traduisant un retour de la confiance des entreprises sur les prochains mois. Au Royaume-Uni, Boris Johnson dévoilait aujourd'hui son programme devant le Parlement britannique pour une levée progressive des mesures de restriction avec une prochaine étape qui concerne la réouverture
réouverture des écoles le 8 mars prochain. Aux États-Unis, Jérôme Powell doit de son côté s'exprimer devant le Congrès aujourd'hui et demain dans un contexte toujours de crainte des investisseurs vis-à-vis de la politique monétaire de la Fed. Si le discours de Jérôme Powell défend lors de chacune de ses interventions publiques une politique très accommodante aussi longtemps que nécessaire, les anticipations de reprise économique et d'inflation laissent craindre à une partie des investisseurs un ajustement de la politique monétaire de la Fed plus rapidement que prévu. Dans ce contexte, les rendements des obligataires aux États-Unis redescendent un peu en fin de journée. Le taux à 10 ans aux États-Unis est aux alentours de 1,34% ce soir après un pic à 1,39% dans la nuit. Le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,13%. Du côté des matières premières, à présent, le pétrole s'échange aux alentours des 64,5 $ le baril de Brent et 61 le WTI. Une progression des cours qui trouve son origine dans la vague de froid aux États-Unis qui a immobilisé plusieurs raffineries, mais aussi dans les discussions en cours au sein de l'OPEP. L'Arabie Saoudite a en effet fait part de sa volonté de maintenir la production à son niveau actuel, là où la Russie voudrait augmenter cette production. Côté matières premières toujours, l'or reste aux alentours des 1800 $ ce soir, tandis que le fer, l'aluminium ou encore le nickel étaient particulièrement recherchés aujourd'hui. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, on commence par Forestia qui voit son chiffre d'affaires se contracter de 17,5% en 2020, tandis que son résultat opérationnel se contracte lui d'un peu plus de 68%. Son résultat net, lui, fait état d'une perte de 380 millions d'euros. L'équipementier automobile vise pour 2021 un chiffre d'affaires d'au moins 16,5 milliards d'euros et d'une marge opérationnelle aux alentours de 7%, soit des niveaux proches que ceux que l'entreprise connaissait avant la crise sanitaire. Forestia qui annonce également verser un dividende de 1 € par action au titre de 2020. Le titre Forestia qui perd un peu plus de 4,5% ce soir. Icade affiche de son côté un chiffre d'affaires 2020 en recul de 5,4% sur un an à 1,4 milliard d'euros. Son résultat net, lui, recule d'un peu plus de 2%, mais l'entreprise se félicite de faire mieux que prévu, notamment en matière de cash flow net courant. Un niveau de cash flow net que l'entreprise souhaite d'ailleurs faire progresser pour 2021. L'entreprise qui souhaite également faire progresser son dividende en 2021. Icade qui assure également que les foncières sont particulièrement résilientes avec des revenus locatifs en hausse de 6,7%. Icade qui, suite à ces nouvelles, gagne 4,5% ce soir. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du chiffre définitif de l'inflation en janvier dans la zone euro. Aux États-Unis, l'indice du Conference Board sera également publié pour le mois de février. Côté entreprise, Alten publiera ses résultats annuels en France, tandis qu'à l'international, c'est HSBC qui publiera ses résultats annuels. HSBC qui a d'ailleurs déclaré aujourd'hui être prêt à se retirer de la banque de détail aux États-Unis et HSBC qui a également annoncé plusieurs changements dans le management du groupe. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Pelloual nous accompagne, stratégiste chez Vega IM. Bonsoir et bienvenue Benoît. Bonsoir Benoît. Julien Kistrebert est avec nous également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Montségur Finance et à distance, François Collet est également invité de Smart Bourse ce soir, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir et bienvenue François. Merci beaucoup d'être avec nous. Le thème de la reflation, ça reste le cœur du sujet aujourd'hui pour les investisseurs. François, je commence avec vous. C'est un thème, le thème de la reflation que vous défendez depuis longtemps, depuis plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Et c'est vrai que c'est un sujet qui semble s'accélérer encore un peu plus. Quand on regarde le niveau des taux longs américains à 10 ans, on a un 10 ans US qui se balade entre 1,35 et 1,40% aujourd'hui. On était tombé à 0,50 au mois d'août dernier, 0,90 en fin d'année. Et donc, on a le sentiment quand même que cette remontée des rendements obligataires est en train de s'accélérer. Qu'est-ce qu'on peut dire, François, du mouvement récent et de ce qui drive le mouvement de remontée des taux en ce moment sur les marchés obligataires? Oui, bonjour Grégoire. Alors effectivement, on a vu une remontée des rendements qui a été assez spectaculaire, qui a pris beaucoup d'investisseurs de court, puisque depuis le début de l'année, le 10 ans américain a pris de l'ordre de 40 points de base, ce qui est un mouvement très important sur une courte période de temps, surtout quand on voit les niveaux desquels on vient. On avait très peu de volatilité sur les marchés obligataires au cours du deuxième semestre de l'année dernière, et puis là, on a un regain de volatilité.
ce qui est important de noter, c'est que dans un premier temps, la remontée des rendements qu'on a pu voir à partir du mois d'octobre de l'année dernière était plutôt positive pour l'ensemble des marchés, puisque cette remontée des rendements, c'était une remontée des anticipations d'inflation, mais plus exactement un recul des craintes déflationnistes. Et ça, c'était vu comme une très bonne chose. Maintenant que ce recul, qu'il n'y a plus vraiment de crainte déflationniste dans le marché et que l'inflation est revenue, en tout cas pour les États-Unis, ce n'est pas encore le cas en zone euro, mais pour les États-Unis, à peu près au niveau de l'objectif de la Banque centrale, ce qu'on voit maintenant, c'est que les hausses de rendement risquent d'être beaucoup plus difficiles à absorber par les marchés actions et par l'ensemble des marchés d'actifs à risque notamment. Oui, effectivement, donc on a l'espoir de la renflation qui se transforme en crainte inflationniste pour certaines catégories d'investisseurs et on voit effectivement, alors Benoît Pelloual, si vous voulez embrayer sur le sujet, on voit évidemment que c'est l'alpha et l'oméga, y compris pour les investisseurs actions. Le marché action vibre au rythme des taux longs, de l'évolution des taux longs et des taux longs américains en premier lieu. Tout à fait, et je suis assez convaincu que ce sera vraisemblablement le cas pendant l'ensemble de l'année. C'est un débat qui va agiter l'ensemble des marchés pour l'ensemble de l'année. Effectivement, on a évacué les craintes déflationnistes, et on le voit bien, on était installé dans une phase où les taux remontaient, et c'était absolument pas un problème pour le marché action. C'est-à-dire qu'on avait quand même des actions qui progressaient, on a de l'appétit pour le risque, etc. Donc, bonne nouvelle, le cycle revient, justifie un peu plus d'inflation, des taux un peu plus élevés. Et là, la séance d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est assez intéressante de ce point de vue-là, la façon dont elle a commencé, parce qu'après, on a eu des propos qui sont venus calmer la situation. Mais effectivement, on n'est pas très loin d'arriver peut-être à un seuil où ce sera plus uniquement considéré comme une bonne nouvelle, voie de sortie de crise. Mais attention, on va arriver sur des niveaux de taux. Est-ce que l'économie est déjà suffisamment solide pour les absorber ? Et c'est en ce sens-là où c'est assez intéressant quand on fait des petits modèles économétriques, avec le niveau de chômage, les taux courts et le niveau d'inflation. On s'aperçoit que l'objectif qu'on pouvait avoir sur les taux, on y est là, c'est autour de 1,4 aux États-Unis. 1,40, c'était déjà un objectif qui, si on une fair value, on va dire, pour le niveau du 10 ans américain. En tout cas, c'était pas bien loin pour cette année. Ça semblait un niveau assez correct. On y est déjà, alors qu'on est encore plutôt en début d'année. Donc maintenant, on va vraisemblablement, pour nous, en tout cas, basculer dans une seconde phase. C'est est-ce que l'économie va pouvoir absorber ces taux plus élevés ? Et l'élément qui nous semble nous confirmer ça, c'est que jusqu'à présent, les taux réels ne bougeaient pas, s'enfonçaient en territoire négatif même. Et lorsqu'on prend les taux réels calculés avec les anticipations d'inflation et pas l'inflation en temps réel, on avait tendance à s'enfoncer en territoire négatif. Et là, c'est plus le cas. C'est important, Benoît. Les anticipations d'inflation remontaient plus vite que le niveau des taux nominaux. Exactement. Et ce qui était pour nous la confirmation que les marchés croient à cette promesse des banques centrales, qui est que l'inflation va revenir, c'est pas forcément négatif, au contraire c'est même plutôt bienvenu, c'est signe d'une normalisation, une sortie de crise, que les banques centrales nous promettent de maintenir des taux bas même si l'inflation revient un petit peu au-dessus de l'objectif. Et là déjà on commence à challenger cette promesse des banques centrales. Et je pense que ça va être vraiment le débat central sur l'ensemble de l'année, déjà d'essayer de savoir si cette poussée inflationniste et transitoire, cyclique, ou si c'est un vrai changement de régime. Donc ça, c'est un vrai sujet, et c'est un sujet de long terme. Et deuxièmement, est-ce que les banques centrales vont être capables de maintenir cette promesse, en tout cas de la confirmer, alors que les marchés devraient la challenger régulièrement. En gros, les épisodes qu'on risque de voir, qui risquent d'agiter le marché, c'est un peu 2013 et 2016, qu'on avait appelé les tapers tantrum sur les marchés. C'est-à-dire, est-ce que la Fed va pouvoir confirmer et maintenir cette promesse de taux bas ? Sauf que, là aussi, c'est très intéressant. L'histoire est très intéressante. Le taper tantrum, c'était, il faut rappeler, l'idée que, en 2013, Ben Bernanke, en mai 2013, commence à instiller l'idée que la Fed, qui avait déjà des programmes d'achat d'actifs, évidemment, à l'époque, allait commencer à envisager de réduire graduellement les achats d'actifs. Là, on n'a même pas cette problème. On aurait le tantrum sans le taper. On aurait la crise de marché, alors qu'on a une Fed qui continue de nous dire, semaine après semaine, et on verra ce que nous dit Jérôme Powell demain, qu'elle va continuer d'acheter 120 milliards de dollars par mois. Exactement, et je pense justement que ça passera par là, c'est-à-dire que le discours des banques centrales ne va pas spécialement varier, on va voir ce que va dire Powell, mais va confirmer ce biais très accommodant, rappeler les problématiques de l'économie. C'est vrai qu'on semble oublier, avec les vaccins qui arrivent, la réouverture progressive, que toute une partie qui pèse très lourde en plus dans les économies développées, où ce sont des économies de services, et encore complètement sinistrées, en bonne partie à l'arrêt. Donc je pense justement que le discours des banquiers centraux va
va être décisif là-dessus. Il faudra régulièrement venir calmer cette situation pour éviter qu'on embraye dans un scénario négatif, en tout cas pour les marchés actifs risqués. Julien Kiesreber, le narratif de reflation, et c'est vrai que François Collet l'évoquait, a été dans un premier temps positif pour l'ensemble des marchés, y compris pour les marchés actions. C'était une source d'espoir. L'idée que la croissance et l'inflation allaient donc revenir. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on approche d'un point de bascule ou d'un point de rupture peut-être sur les marchés actions ou sur certains pans du marché actions ? Oui, clairement, on l'a vu d'ailleurs sur la séance d'aujourd'hui, les valeurs technologiques qui souffrent un peu plus, puisque les taux longs qui remontent, ça veut dire des taux d'actualisation qui remontent, et quand vous êtes sur des valeurs de croissance, évidemment, l'impact en termes de valorisation est plus significatif. Moi, ce que je voulais juste ajouter pour compléter aussi, on a une situation aussi où on a des relances budgétaires massives, on n'a peut-être jamais vu aussi, et l'inquiétude certainement des investisseurs, c'est que les banquiers centraux en fait soient en retard aujourd'hui, et quand on voit le nouveau plan de Biden qui pourrait arriver de 1900 milliards, plus le plan d'infrastructure de 1900 milliards de plus qui pourrait arriver. Bon, tout ça, évidemment, ça peut avoir des impacts sur les perspectives d'inflation. Et on avait vu déjà sur le chèque qui avait été donné par Donald Trump, donc la précédente administration, de $600. On a vu les chiffres de retail qui vont exploser de 5% sur le mois de janvier. Donc là, on parle de $1400. Ouais. Donc ça va encore accélérer cette tendance. Donc on va vraisemblablement avoir un overshoot à un moment ou à un autre sur l'inflation, sachant que les banquiers centraux ont dit ce sera certainement conjoncturel, donc de toute façon, on laissera faire. Voilà. Donc avec les risques aussi que les anticipations d'inflation commencent à augmenter et que le comportement puisse changer aussi. Donc c'est aussi la crédibilité des banquiers centraux qui pourrait être en jeu en cours d'année. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. Et effectivement, autour de 1,5, je ne pense pas qu'il y ait de risque majeur sur les marchés actions. Si on commence à passer au-delà de 2%, là, on commencera à avoir en tout cas de l'impact, voire des réallocations vers l'obligataire. Oui, c'est ça. Vous dites au-delà de 1,5, peut-être que le marché obligataire redeviendra... 2, je dirais plutôt. 2, alors à 2, pour donner un peu des ordres de grandeur, à 2% sur le 10 ans américain, vous dites qu'il y a des investisseurs qui se poseront la question d'allouer leur capital plutôt sur le marché obligataire plutôt que sur les marchés actions. Oui, tout à fait, parce qu'à ce niveau-là, on est quand même dans une situation, au final, qui... Même si on a masqué tous ces problèmes par des programmes de rachat massifs ou des déficits budgétaires colossaux, à un moment ou à un autre, il va falloir payer tout ça. Et d'ailleurs, notre nouvelle secrétaire au Trésor américaine a bien dit que ce plan de relance d'infrastructure se ferait certainement avec une hausse d'impôts. Ouais. Donc, à un moment ou à un autre, il faudra payer l'addition. Après, sous quelle forme ? L'inflation est certainement aussi une des solutions. Donc, ils ont plutôt intérêt à la laisser partir plus fort que prévu. Voilà. Mais il y aura aussi des conséquences à un moment ou à un autre fiscales. François Collet, on vous retrouve, un gérant obligataire avec nous chez DNCA, avec nous à distance, toujours sur cette question de l'inflation. C'était le sujet. François, effectivement, vous dites aujourd'hui la remontée des rendements obligataires est un peu plus négative peut-être pour les marchés actions. Qu'est-ce qui peut ralentir le mouvement ou qu'est-ce qui peut accélérer le mouvement, enfin, dans les deux scénarios possibles devant nous? Et puis demain, la prise de parole de Jérôme Powell. Est-ce que si le marché teste la Fed, est-ce que c'est déjà l'heure pour Jérôme Powell de répondre ou de réagir à ce test du marché ? Non, je pense que ça va être sans doute beaucoup trop tôt pour qu'il y ait une réaction de la part de la Fed. La Fed est assez claire, elle voit les forces déflationnistes comme encore plus importantes que les forces inflationnistes aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ça qui pousse les anticipations d'inflation à la hausse, c'est le fait de se rendre compte qu'il n'y aura sans doute pas de réaction de la part de la Banque centrale avant qu'on soit bien avancé dans ce cycle inflationniste. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à attendre de la part de la Fed, en tout cas qu'elle siffle la fin de la récréation rapidement. C'est plutôt les marchés qui seront en avance sur la Fed. Si on prend les chiffres d'inflation et qu'on regarde ce qui s'est passé au cours des derniers mois et ce qui peut se passer au cours des prochains mois, parce que je pense que c'est là-dessus qu'il faut se tourner aujourd'hui, les marchés vont scruter les chiffres d'inflation de près. 2020, finalement, on a vu une augmentation des prix des biens. Avec effectivement pendant des années on a eu des prix des biens qui étaient assez déprimés avec une déflation des prix des biens et puis c'était uniquement les prix des services qui maintenaient l'inflation en territoire positive. 2020 on a vu une augmentation de la consommation des biens.
les ménages qui ne pouvaient pas aller dépenser au restaurant, qui ne pouvaient pas partir en vacances, ont dépensé cet argent pour s'acheter une voiture, pour s'acheter un canapé, pour s'acheter un nouveau smartphone. Et ça a fait une pression à la hausse sur les prix de ces biens. Cette forte demande de biens consommables commence à se matérialiser par des hausses de coûts sur pas mal de prix de matières premières. Ça peut être le cas comme les prix du bois, comme le prix de certains métaux non précieux, comme le prix du fret maritime également. Et c'est ça qui fait craindre un risque inflationniste à court terme. Ce risque inflationniste, si c'est juste une hausse des coûts, il sera jugé comme transitoire de la part de la Fed. Ce qui va compter pour la Fed, la vraie inflation, c'est la boucle prix-salaire. Et cette boucle prix-salaire, elle ne sera enclenchée que quand on verra une hausse significative des prix des services, c'est-à-dire finalement vous savez que dans les services, ce qui va compter le plus, ça va être évidemment le prix des salaires, et donc quand on verra cette hausse des prix des services, on pourra alors avoir une idée que l'inflation est vraiment en phase haussière. Nous, on a cette conviction, mais il va sans doute falloir quelques mois avant de voir cela. Il va sans doute falloir d'attendre que toute l'économie soit réouverte, notamment tout ce qui est lié au restaurant, à l'hôtellerie et au voyage, pour voir cette augmentation des prix des services. Et c'est intéressant, François, c'est-à-dire qu'une fois que les économies seront pleinement rouvertes, enfin l'économie américaine en l'occurrence, vous dites là on verra apparaître une inflation beaucoup plus durable, beaucoup plus soutenable que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Est-ce que ça sous-tend l'idée que l'économie américaine va très vite revenir au plein emploi, François ? On est encore à plus de 6% de taux de chômage néanmoins. Oui, tout à fait. On a encore 10 millions d'emplois en moins qu'il y a un an. Donc on est effectivement très loin en termes de niveau d'emploi. Ça va prendre du temps. Les optimistes disent 2022. Il y a des thèses beaucoup plus pessimistes qui sont plus longues. C'est sûr que ça va dépendre du plan de relance, ça va dépendre de ce qu'on met comme carburant dans l'économie. Avec un plan de 1 900 milliards s'il est adopté, ou même s'il s'arrête à 1 700 milliards, on ne sera pas très loin de ce montant-là. Et avec un plan d'infrastructure qui pourra arriver prochainement par la suite, il est évident que le niveau d'emploi reviendra assez vite à ces niveaux pré-crise, et qu'on commencera à avoir ces tensions sur les salaires. La hausse du salaire minimum aux États-Unis va aussi pousser des ménages à faire des demandes de hausse de salaire. Les indemnités chômage qui sont dopées et dont la hausse des indemnités chômage qui a été étendue jusqu'au mois de septembre de cette année va aussi pousser les gens à demander des hausses de salaire plus importantes pour revenir travailler. Donc tout ce mécanisme, en tout cas tous les signaux sont en place pour qu'on voit cette hausse des salaires et cette hausse de l'inflation dans une deuxième partie de l'année plus importante que les prémices que l'on voit actuellement, qui sont uniquement pour l'instant des hausses de coûts. Benoît Pelloual, chez Vega IM, quelle conviction est-ce que vous avez pu à ce stade vous forger sur l'idée d'une inflation plus durable, au-delà des effets transitoires qu'on comprend bien, matières premières, les effets de base, les goulets d'étranglement qui perdurent aujourd'hui encore dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de production, tout ça va pousser à la hausse les prochains chiffres d'inflation, mais si on essaye de regarder au-delà, comment est-ce que vous soupesez les éléments, plus la pression politique, la pression sociale? Biden a été élu pour réduire les inégalités. C'est là probablement où il y a la possibilité en réalité d'un changement de régime, même si de notre côté on y croit assez peu. Nous on joue plutôt, on va dire, une normalisation, mais une normalisation à l'état de fait d'avant la crise. Ah oui, c'est ça, oui, normalisation qui nous ramènerait au régime de stagnation séculaire précédent. La poussée inflationniste qui est devant nous, effectivement, on l'a évoqué, est très largement transitoire, des capacités de production plus réduites. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais c'est un peu plus spécifique en plus pour cette crise. C'est pour ça qu'effectivement, le marché risque d'être agité là-dessus, parce qu'il y a des vrais problèmes logistiques qui sont la conséquence de cette crise. Donc ce sera particulièrement ardu, on aura des effets de base importants. Maintenant, on considère, nous, pour qu'il y ait un vrai changement de régime fondamental, et pas
une simple normalisation au retour d'avant-crise. Il faut qu'il y ait un changement majeur, et selon nous, ça passe par 3 éléments, quoi. C'est-à-dire, on met fin à la théorie de l'excès d'épargne par rapport à l'investissement, donc la fin du saving glut. Donc c'est là où effectivement il y a une question. On a stimulé fortement les économies, etc. Nous, on croit assez bien que effectivement l'épargne va se remettre à circuler. Elle a été bloquée, mais pour des questions bien spécifiques, des questions sanitaires. Maintenant, quand on s'aperçoit dans l'histoire, à chaque grande crise de ce type-là, en dépit des programmes de stimulus, même s'ils sont élevés, le comportement des ménages, pendant assez longtemps, a épargné plus. Et on l'a vu en France, très récemment, des stats sont sortis. Les Français considèrent qu'ils vont encore plus épargner cette année que l'année d'avant. Et même sur la natalité, on le voit, il y a de vrais doutes, il y a une perte de confiance sur l'avenir. Et c'est classique de ce type de crise. L'autre élément, ce serait un discours qu'on entend beaucoup, c'est la démondialisation. C'est-à-dire que suite à cette crise notamment, il y a une grosse question sur le fait de produire très loin. Les chaînes logistiques sont très fragiles, ce modèle est fragile, donc il faut relocaliser, produire plus près. Donc ça coûte plus cher. Et ça, même de ce point de vue-là, donc déjà, c'est très largement fantasmé sur le marché. En réalité, il n'y a pas véritablement de vague de relocalisation. Mais surtout, c'est qu'en plus, on pense que nous, ça se traduirait par une intensité technologique plus importante, pas véritablement par des créations d'emplois et donc des tensions sur les salaires. Là où, effectivement, il y a matière à plus de discussions, selon nous, c'est effectivement Biden, est-ce qu'il y a un vrai changement, il y a un programme de lutte contre les inégalités, donc il faudrait une espèce de rééquilibrage du rapport de force sur le marché du travail. Et même là, c'est effectivement très difficile, on le voit, c'est ça en réalité probablement le nœud du problème de l'inflation faible des dernières années, parce que c'est très bien documenté dans les études économiques, c'est que des marges très élevées de la part des entreprises coïncident avec une inflation qui est finalement relativement faible et bouge assez peu. Et effectivement, parce que les entreprises absorbent ça, cette poussée inflationniste. Si on augmente le salaire minimum ou s'il y a ce genre de choses, on peut essayer de rétablir l'équilibre sur le marché du travail et faire passer justement ces hausses de salaire. Maintenant, ça va être quand même assez difficile à faire. Il faut bien avoir en tête que cette crise a particulièrement touché justement des emplois qui étaient relativement peu qualifiés dans des secteurs comme les loisirs, l'hôtellerie, la restauration. Augmenter le salaire minimum précisément à ce moment-là, en pleine crise, ça risque de dissuader très largement le retour à l'emploi de ces gens qui ont été principalement touchés. Donc, en réalité, pour qu'il y ait un changement de régime sur l'inflation, d'après nous, il faut vraiment quelque chose de puissant et on a du mal à le voir sur l'ensemble de ces points-là. Ça pose aussi, Julien, la question du pricing power, si on ramène les choses aussi au niveau des entreprises. Alors, on est toujours dans la saison de publication de résultats. Ces goulots d'étranglement, la hausse des inputs du prix des entrants pour les entreprises, est-ce qu'elles sont en capacité aujourd'hui d'en répercuter au moins une partie, donc dans la partie consommation de biens d'équipement, de biens durables, demain dans la partie services? Qu'est-ce que vous retenez du discours des entreprises peut-être sur cette question-là, Julien? Globalement, le discours est plutôt optimiste. On a vu que prudent mais optimiste, on va dire. Oui, en sortie d'une pandémie mondiale inédite, on peut parler d'un discours relativement positif, c'est ça? Voilà, et donc ce qu'on voit d'ailleurs en plus sur les publications de l'année dernière, c'est que globalement les entreprises ont bien géré la crise. En termes de gestion du besoin en fonds de roulement, on a plutôt une bonne gestion, donc la génération de cash a été solide. Les réductions de coûts ont permis de maintenir des marges à un niveau raisonnable au niveau de la crise qu'on a connue. Donc voilà. Et puis globalement des discours quand même assez optimistes, à part ceux qui sont très touchés par la pandémie évidemment, mais on pense à tous les groupes de luxe évidemment. On a encore vu des chiffres globalement, sauf quelques-uns ça a été un peu plus dur, mais globalement qui ont été très très bons. Des capacités à passer des hausses de prix qui n'ont pas été un énorme sujet finalement. Voilà, donc globalement en tout cas des entreprises qui ont un discours là-dessus qui était plutôt serein sur ces sujets-là et qui étaient plus inquiètes, si on prend le cas de l'automobile, sur l'incapacité à avoir des pièces. On n'est jamais très inquiet sur la capacité du luxe à augmenter ses prix, mais sur des industries comme vous le dites, comme l'automobile aujourd'hui, avec le coût des matières premières, la pénurie de composants électroniques également, comment est-ce que ça peut se passer pour cette industrie-là? Pour l'instant, en tout cas, mis à part l'incapacité à produire par manque de pièces, il n'y a pas un discours, en tout cas, inquiet sur la capacité, en tout cas, à passer les hausses de prix, sachant qu'encore une fois, on a tous ces plans de soutien massifs, que globalement, ça maintient le pouvoir d'achat. Si on regarde la output gap aux États-Unis, les plans de relance ont été, pour 2020, compensés largement. Pour 2021, on est 2 à 3 fois au-dessus de la perte liée à la crise. Donc, il y a quand même des soutiens qui sont tellement massifs que globalement, même si aux États-Unis on a structurellement des systèmes sociaux moins rassurants qu'en Europe, le fait qu'ils aient lancé des chèques, etc., pour soutenir tout ça, fait que globalement le pouvoir d'achat est solide. Et puis, comme on le disait, l'épargne a explosé. Quand on regarde l'épargne des ménages sur un an,
c'est vrai sur les 3 grandes zones. On parle de 100% du PIB de patrimoine en plus. Donc c'est quand même assez massif. Et tout cet argent, en tout cas, devrait revenir en partie, même si je suis d'accord, il y a évidemment une tentation d'épargner, une propension à épargner davantage suite à cette crise, mais c'est quand même tellement important que globalement, ça devrait plutôt être solide. Et après, le sujet derrière, évidemment, c'est social, parce que ces politiques, notamment monétaires très agressives, ont permis à ceux qui possèdent, en tout cas, d'avoir encore beaucoup plus via les hausses des prix de l'immobilier, le hausse de prix de certaines actions, et puis il y a le sujet des travailleurs aujourd'hui, et c'est un sujet de fond d'ailleurs aux États-Unis depuis longtemps, hein, comment rebalancer les revenus du travail et les revenus du capital. Et donc ça passera aussi certainement par la hausse de fiscalité qui est annoncée sur certaines entreprises, en tout cas qui est voulue par les démocrates. Donc voilà, donc à ce niveau-là, il y aura sûrement un rebalancement à prévoir, et ça pourrait être ça aussi qui pourrait soutenir en tout cas une inflation plus structurelle. Ouais. Bon, sur la capacité de réaction des banques centrales, François, qu'est-ce que vous dites? Alors, demain n'est peut-être pas l'urgence immédiate pour Jérôme Powell. On suivra évidemment son témoignage devant la commission bancaire du Sénat. Mais Christine Lagarde laisse entendre quand même que la BCE surveille de près aussi la remontée des rendements obligataires en Europe. Ce qui est d'ailleurs un point qu'il faut peut-être analyser, François. On parle de l'économie américaine, du risque de surchauffe de l'économie américaine. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même discours en Europe. Néanmoins, on a des effets de diffusion sur les marchés obligataires européens. Est-ce que pour l'instant, l'idée d'un 10 ans français qui repasserait positif, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça peut être déjà embêtant à ce stade pour la zone euro? Encore une fois, la petite phrase qui marque les esprits aujourd'hui, c'est celle de Christine Lagarde qui dit que la BCE regarde de près l'évolution des rendements obligataires de long terme sur la partie euro, bien sûr. Oui. Effectivement, c'est assez étonnant de voir que la BCE réagit beaucoup plus que la Fed, beaucoup plus rapidement que la Fed à des hausses de taux, alors qu'elles sont pourtant bien plus petites. Hein. On est encore en taux négatif, comme vous le soulignez sur le 10 ans français. C'est pour moi le signe que ces banques centrales elles vont vouloir continuer à être excessivement accommodantes. Elles seront en retard sur le cycle. Elles ne peuvent pas. Et finalement, ce qu'on peut voir également, c'est que leur objectif d'inflation, on en vient à se demander si c'est pas finalement maintenant un objectif secondaire, et si leur objectif primaire c'est pas de maintenir un coût de financement excessivement accommodant pour les États, puisque finalement ce qu'on voit c'est des taux long terme qui restent excessivement bas en zone euro, et on a remonté de 25 points de base depuis les points bas, et la Banque centrale s'en émeut déjà. Bon, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Banque centrale européenne? C'est qu'elle est là pour maintenir des conditions de financement les plus accommodantes possibles pour les trésors, et ça, indépendamment finalement du niveau de l'inflation. On en est très loin. On est aujourd'hui, même si on a eu des chiffres d'inflation un peu plus hauts en zone euro pour l'instant, on est à 1,2% d'inflation sur l'inflation sous-jacente en zone euro. On a énormément de place avant que la Banque centrale commence à s'émouvoir du fait que l'inflation soit trop haute. Donc clairement, maintien de politique monétaire excessivement accommodante, et la Banque centrale fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les taux long terme de remonter en zone euro. En tout cas, ce sera peut-être un petit peu moins le cas aux États-Unis, parce que l'inflation et les anticipations d'inflation sont déjà au niveau de l'objectif de la Fed. Néanmoins, on devrait continuer d'avoir les banques centrales qui seront là pour soutenir le marché. Mais concrètement, ça veut dire quoi, François? Ça veut dire, maintenir en l'état la politique monétaire, le réglage de la politique monétaire, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut se préparer à des banques centrales qui seraient obligées d'ajouter encore ou des outils ou de l'ampleur dans leur programme si jamais le marché était trop en avance d'une certaine manière? Alors, elles n'ont plus grand-chose dans leur besace. Hein. Les banques centrales, elles ont déployé finalement quasiment l'intégralité de leur arsenal. Je pense que la banque centrale qui était le plus en avance de ce côté-là, c'est la Banque du Japon. Et on a bien pu voir que finalement, avec la crise sanitaire de l'année dernière, c'est la banque centrale qui a eu le moins de possibilités qui n'avait plus de munitions. Et donc, on est plutôt dans le discours, dans le fait d'empêcher
amplifier la hausse des anticipations de resserrement monétaire, c'est-à-dire en grosso modo le marché anticipe que la Banque centrale va rester très accommodante pendant 2 ans à peu près ou 3 ans à peu près, parce qu'elle va essayer de faire, c'est de rallonger cet horizon de temps et de dire non, c'est pas pendant 2 ou 3 ans que je vais rester excessivement accommodante, c'est pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, finalement avec un langage codé pour les investisseurs. Et donc, j'ai plutôt tendance à penser que non, les banques centrales ne feront pas grand-chose pour faire baisser les taux. Néanmoins, tout ce qu'elles veulent essayer de faire, c'est faire en sorte que si on a des hausses, elles se feront de manière le plus lente possible et sans secousse pour les marchés. Votre sentiment par rapport à ça, Benoît, chez VGIM, est-ce que ça peut se faire effectivement de manière douce, graduelle, ce que tout le monde souhaite, mais ce qui n'arrive pas toujours sur les marchés? C'est vrai que dans les faits, vous parliez tout à l'heure du risque de taper tantrum. C'est quoi l'arme des banques centrales si jamais il faut vraiment gérer un gros stress de marché sur l'obligataire? On parle des taux et des taux longs notamment. Si jamais il faut réagir, intervenir et aller au-delà de la simple parole et du simple discours. C'est de contrôler complètement la courbe des taux. C'est effectivement ce qui est fait au Japon. Et c'est un outil qui est quand même très, très puissant en réalité, parce que c'est pour cette raison que cette promesse des banques centrales est extrêmement importante dans ses conséquences pour les marchés. C'est-à-dire que oui, elles vont vraisemblablement entretenir l'idée qu'elles peuvent se montrer encore plus accommodan't. C'est vraisemblablement ce qu'elles vont faire, parce que l'objectif, en réalité, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être évoqué, c'est d'éviter un à-coup trop important sur les taux. C'est pour ça, probablement, qu'il y aura une tendance à réagir assez rapidement, en réalité, dans le discours, parce qu'en réalité, la masse d'obligations qui a été émise, qui est détenue dans les portefeuilles, un changement brutal sur les taux aurait des conséquences qui seraient potentiellement catastrophiques pour les gens qui détiennent ces obligations. Donc, ça revient bien à cette idée que le risque associé à une politique toujours plus accommodante est bien inférieur au risque de se montrer un peu moins accommodant. Donc je pense qu'on va rester là-dedans, justement, parce qu'il faut continuer de soutenir cette reprise, il faut continuer d'aider au financement des États, et donc on va avoir un équilibre vraisemblablement qui va inciter justement à entretenir les valorisations, notamment des actifs risqués. Et en réalité, je pense que les banques centrales réagiront au moins dans le discours, laisseront planer cette possibilité de complètement contrôler la courbe, dans la possibilité de dire les taux réels resteront bas et vont nourrir les valorisations des actifs risqués. Quand Christine Lagarde dit on surveille le niveau des rendements obligataires nominaux de long terme, des taux longs. Au départ, la BCE nous disait, nous, c'est les conditions, c'est les spreads finalement qui nous intéressent. Là, c'est le niveau des taux longs. C'est ça. Quand même assez nouveau. C'est cette idée du contrôle de la courbe des taux. L'objectif étant d'éviter un resserrement de l'ensemble des conditions de financement. Et c'est le moyen de le faire. Bon. À qui profite la reflation, encore une fois, sur les marchés actions? Julien, vous le disiez, c'est douloureux, toute mesure gardée, pour les secteurs les mieux valorisés, la tech en premier lieu. Est-ce qu'on a, l'histoire nous montre aussi, par expérience, qu'on a des secteurs qui sont dopés justement par, plus que l'idée de la reflation, la remontée des rendements obligataires? Je vais juste rajouter une chose par Bien rapport sûr. à ce qu'on disait précédemment, c'est qu'aussi la BCE n'a pas le choix, parce que les dépenses budgétaires qui ont été enclenchées en Europe sont nettement insuffisantes par rapport à ce qu'il aurait fallu faire, en tout cas par rapport à ce qu'on a aux États-Unis. Donc, on comble pas la output gap, c'est ça comme on dit dans votre jargon. La politique budgétaire seule en Europe prise uniquement n'est pas suffisante pour donc, combler le trou de ça la perte de repose beaucoup richesse. plus sur la Banque centrale, qui donc est obligée de réagir beaucoup plus rapidement. Parce que si on compare les achats des deux banques centrales, la BCE est déjà beaucoup plus agressive que la Fed. Donc je pense qu'il y a de ça aussi derrière. Pour revenir sur les secteurs, on revient toujours sur les mêmes. Évidemment, le secteur financier, notamment les banques qui sont les premiers bénéficiaires de la pontification de la courbe des taux. Voilà. Après, est-ce que c'est les banques européennes qui en profiteront le plus ? Vu ce qu'on a dit précédemment, probablement pas. C'est certainement les banques américaines qui vont le plus en bénéficier. Et puis, effectivement, ce sont tous les secteurs, je dirais, plus classiques qui devront en bénéficier par rapport aux valeurs de croissance, surtout les start-up, entre guillemets, puisqu'on a vu, il y a un nouveau sujet sur la bulle verte tout à l'heure. Oui. On a certaines valeurs qui ont 21, 50, 100 fois le chiffre d'affaires, qui sont sur des positionnements certes intéressants, mais dont on peut douter qu'elles vont toutes prendre 100% du marché potentiel. Donc il y aura certainement des morts parce que les technologies sont différentes, etc. Voilà, donc c'est clairement sur ces segments-là qu'il y a le plus de pression. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que depuis quelques semaines, c'est ce secteur des énergies vertes qui sous-performe le plus. Mais les quelques baromètres français
hein, très français, mais Neoen, McPhy, GTT, sont des valeurs qui sont en retard quand on regarde depuis le 1er janvier. Là. Oui, bon, GTT, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens parce que c'est quand même un positionnement très classique de transport de gaz. Et puis, on n'avait pas eu la même bulle de valorisation, même s'ils ont racheté récemment les activités hydrogène d'Areva. Bon, pour l'instant, ce n'est pas inclus, en tout cas, dans les cours de bourse. Voilà, mais c'est clair qu'on voit ce secteur, et c'est vrai dans les autres pays européens, hein, enfin, globalement, on a vu ce secteur plutôt reculer. Voilà, après, il y avait une accélération en fin d'année qui dépassait certainement un peu l'entendement, mais bon, voilà, même si on est très optimiste, certainement le plan d'infrastructure de M. Biden inclura encore des investissements dans le green. Voilà, c'est un secteur qui clairement est un petit peu en surchauffe, en tout cas pour certaines parties. C'est assez contre-intuitif, mais vous dites en fait, si pour l'investisseur pragmatique, vous dites c'est pas le bon moment d'aller chercher ces dossiers-là aujourd'hui. Il faut le faire avec prudence. Après, il y a des contre-exemples. Hein. Vous regardez Amazon, typiquement, les publications étaient excellentes trimestre après trimestre. On est à peu près au cours de bourse de la fin du printemps dernier. Oui. Donc, il n'y a pas eu un emballement sur tous les titres de la même façon. Voilà. Et il y a des choses qui sont parties certainement dans le déraisonnable, en tout cas c'est notre point de vue. On pense évidemment à des groupes comme Tesla ou Nikola, tous ces groupes un peu spectaculaires en termes de parcours. Voilà. Après, il y a des gens qui font les choses. Je pense à Nexans, notamment, qui a axé beaucoup son capital market day sur tout ce qui est transition énergétique et les besoins du coup de transmission d'énergie. Et clairement, là, on a des niveaux de valorisation qui sont somme toute assez raisonnables et un groupe qui en bénéficiera aussi à plein en termes de développement. Et ça s'est vu d'ores et déjà dans leur carnet de commandes qui était plus qu'impressionnant. Oui. Et à l'inverse, vous dites, est-ce que les banques, les énergies plus traditionnelles, pour dire pétrole et gaz, d'une certaine manière, l'automobile, le cycle, est-ce que là, il y a quelque chose quand même de solide qui s'est mis en place en termes de tendance pour ces secteurs-là? Est-ce qu'il faut être très prudent dans le choix de valeurs qu'on peut effectuer? Je pense qu'il faut être prudent quand même, notamment si on prend l'industrie minière, par exemple. Non, mais si on prend l'industrie minière, on a quand même des prix sur le minerai de fer qui sont très, très élevés, puisque c'est soutenable. Bon, on sait que c'est un marché très oligopolistique, donc leur capacité de tenir les prix est élevée, mais bon, on est quand même sur des records. On a globalement des signes quand même d'un peu de surchauffe. Hein. Même si vous regardez, par exemple, les prix du résidentiel américain, on est sur des niveaux plus hauts ever. On est 20-30% au-dessus des prix qu'on avait en 2007. Ça peut s'expliquer avec la valeur temps, mais quand même, on est plutôt sur des niveaux qui sont assez élevés d'une manière générale. Donc, mais certainement que ça va se poursuivre, puisque comme on le disait avant, les banques centrales n'ont d'autre option, en tout cas, que de continuer à pousser le cycle au maximum. Bon, si on constate des exubérances dans le marché, il faut se préparer à ce qu'il y en ait encore plus demain, Benoît ? C'est fort possible. Oui. Non, mais justement, c'est là où c'est un peu différent, d'après nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est par exemple, il ne faut pas oublier que la séance d'aujourd'hui est peut-être un peu particulière de voir la tech souffrir cette séance-là, mais la tech s'accommodait parfaitement des hausses de taux des séances précédentes. Ouais. Et justement, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en réalité, ce n'est pas véritablement, à notre sens, une vraie rotation value, etc. On achèterait les choses parce qu'elles sont décotées, en réalité. Non, c'est de l'appétit pour le cycle, en réalité, qu'on a vu. Et il ne faut pas oublier que même au sein des valeurs de croissance, ce n'est pas que des trucs super défensifs qui profitent des taux bas. En réalité, il y a plein de choses qui sont corrélées positivement au niveau des taux d'intérêt. C'est juste qu'il faut venir sélectionner effectivement des business models qui sont peut-être un peu moins emblématiques du confinement, de ces valeurs de qualité qui coûtent très cher, mais de revenir sur des choses un peu plus tiltées cycliques. Donc c'est pour ça que, au sein des valeurs technologiques, revenir à des segments un peu plus traditionnels, un peu moins emblématiques du confinement. Sur les valeurs industrielles, il y a encore plein de choses à faire. C'est quoi un segment traditionnel dans la tech Je pense à la cybersécurité. Typiquement, c'est déjà un peu plus lié au cycle, etc. Je pense à la robotique, typiquement, plus que sur les loisirs en ligne ou les réseaux sociaux. Je pense que ce type de segment-là, c'est pas parce que les taux vont remonter qu'ils vont forcément souffrir. Au contraire, c'est de l'appétit pour le cycle, des taux plus élevés. Et tant que c'est interprété comme ça par les marchés, ce type de secteur, pour nous, est de nature à en profiter. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les valeurs dites bond proxy, donc obligataires qualité, comme Reckitt, comme Unilever, qui ont fortement corrigé par rapport à leur point haut. Unilever, on est revenu à 4% de rendement aujourd'hui. Ouais. Donc on voit que sur ces secteurs-là qui sont considérés comme une approximation du marché obligataire, on a plutôt eu des corrections assez significatives. Un Reckitt, on est à moins 26%, typiquement.
Donc il y a des rotations déjà qui ont été mises en place sur ces classes d'actifs aussi. Bon, du point de vue du marché obligataire, peut-être pour conclure avec vous, François, donc l'idée c'est toujours de se positionner pour une poursuite de la remontée de l'inflation, en tout cas des prix d'inflation dans le marché. Comment est-ce qu'on joue également ce thème de l'inflation sur votre partie, sur votre univers d'investissement, François ? Oui, alors effectivement, il y a les obligations indexées sur l'inflation qui sont un support d'investissement pour nous à privilégier, qui vont permettre aux investisseurs de se protéger contre une remontée de l'inflation et qui devrait rester soutenue par des banques centrales accommodantes. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est au niveau des devises, il y a des choses importantes à faire également. Travailler sur les devises asiatiques dont les rendements sont beaucoup plus attractifs que les rendements des devises de nos pays. Vous avez également des excédents de balance commerciale qui sont très positifs et très favorables à ces économies, et donc des devises qui sont vraiment sous-valorisées, il nous semble aujourd'hui, et qui devraient profiter, et ça c'est un trend de long terme, de l'appréciation ou de la montée en puissance de l'économie asiatique au sein de l'économie mondiale. Et puis le dernier point qu'on peut citer, ça va être les pays émergents exportateurs de matières premières qui devraient également bénéficier de ce thème de la reflation, il nous semble, au cours des prochains mois. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir passé 40 minutes avec nous pour décrypter, analyser les mouvements de marché du moment. Benoît Pelloual était à nos côtés, stratégiste chez Vega IM, Julien Kistrebert, le directeur des investissements de Montségur Finance, et François Collet, gérant obligataire chez DNCA Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour est consacré à l'investissement responsable, avec cette question précise: comment investir de manière durable, responsable, en évitant les bulles, la bulle verte en l'occurrence. On en parle avec Louis Larère, qui est à mes côtés en plateau, gérant chez Zadig Asset Management. Bonsoir et bienvenue, Louis. Bonsoir, Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot pour présenter et situer Zadig Asset Management dans l'industrie de la gestion d'actifs aujourd'hui, en Europe notamment. Quel est votre positionnement, la proposition de valeur, comme on dit, de Zadig AM, Louis? Oui, avec plaisir. Alors Zadig est spécialisé dans le stock picking en Europe depuis 2005. On a 2 milliards d'actifs aujourd'hui qu'on gère essentiellement pour le compte de clients institutionnels en Europe et aux États-Unis. La particularité de notre approche, c'est avant tout d'être concentré, avec une vingtaine d'investissements aujourd'hui qui sont sélectionnés à la fois pour les fondamentaux et la valorisation. L'idée est de se concentrer uniquement sur nos meilleures convictions et de se diversifier non pas en augmentant le nombre d'investissements, mais en s'assurant qu'on est investi à la fois dans des entreprises de croissance, mais aussi des entreprises plus cycliques, value, financières et ainsi de suite, pour bien gérer les différentes phases de marché, comme on a pu le voir avec la rotation assez impressionnante depuis l'annonce du vaccin en novembre dernier. Ce qu'on aime bien également chez Zadig, c'est exploiter ce qu'on appelle le biais de confort. Le biais de confort, c'est quoi? C'est la volonté des investisseurs, tout simplement, de bien dormir la nuit. C'est-à-dire investir dans des bonnes sociétés avec un bon management, des perspectives de croissance et finalement assez peu de volatilité, ce qui résulte en des valorisations qui sont assez élevées. Et la contrepartie de tout ça, c'est d'autres sociétés avec un peu plus d'incertitude, où les valorisations sont déprimées, ce qui peut résulter en des retours sur investissement très attractifs quand on est un peu patient, comme chez Zadig. Ouais. Donc c'est cette approche qui a fait le succès depuis plus de 15 ans de Zadig et qu'on a implémenté dans une stratégie ISR depuis maintenant 2 ans. Bon, justement, l'ISR aujourd'hui, c'est j'allais dire, le fil rouge permanent pour les investisseurs, presque un prérequis, on va dire, dans vos métiers. Voilà, l'ensemble de l'industrie est en cours de labellisation, mais toutes les approches ne sont pas les mêmes. Et vous mettez un point d'attention particulier, justement, sur la valorisation de certains segments de marché. Et je parlais de l'idée de la bulle verte. C'est l'idée qu'effectivement, sur certains segments liés à la transition énergétique, en l'occurrence, les green stocks, comme on les appelle, il y a peut-être des excès de valorisation qu'il faut éviter aujourd'hui. Déjà sur le constat, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a une bulle verte aujourd'hui, en tout cas l'idée d'une bulle verte dans le marché, Louis? Comment vous le mesurez? Est-ce que vous avez des exemples de l'emblème du paroxysme de cette bulle?
Oui, alors des exemples, il y en a beaucoup. Et Patrick Pouyanné, le PDG de Total, le rappelait la semaine dernière dans une interview. Il y a une bulle dans les énergies renouvelables, c'est assez clair. Pour ce qui nous concerne en Europe, les entreprises qui sont 100% renouvelables et cotées en bourse en Europe n'évoluent plus vraiment depuis quelques mois sur la base des fondamentaux, des perspectives de croissance ou du coût du capital, par exemple, mais plus sur un équilibre, ou plutôt un déséquilibre offre-demande, avec une offre qui est assez limitée à quelques sociétés. Je vous entendais parler de Neoen tout à l'heure, c'en est une en France, mais d'autres comme Voltalia, Scatec et ainsi de suite, ont beaucoup évolué grâce à la gestion passive depuis quelques mois, qui a tiré à la hausse des cours de bourse qui avaient des liquidités parfois assez limitées. Donc c'est un secteur sur lequel on est assez prudent en ce moment. D'ailleurs, on voit bien depuis quelques semaines où on parle de nouvelles contraintes de liquidité dans ces ETF, notamment le Clean Energy aux États-Unis, que les cours de bourse repartent complètement à l'envers, et c'est le cas effectivement de Neoen depuis quelques semaines. Un autre secteur qui est intéressant, c'est l'automobile, à une échelle un peu plus globale. On voit bien qu'il y a une dichotomie assez impressionnante entre le nouveau monde, le pur électrique, et l'ancien monde, qui sont les vieilles marques qu'on connaît bien en Europe, puisqu'on n'a pas beaucoup de marques 100% électriques. Je ne vais pas revenir sur le cas de Tesla, parce que je pense qu'on en a assez parlé, mais l'exemple de NIO en Chine est assez flagrant et impressionnant. Je ne sais pas si vous connaissez la société, ça a été créé en 2014, 100% électrique, et uniquement 3 modèles sur le marché aujourd'hui. Pour vous donner une idée des chiffres, NIO a vendu en 2020 40 000 voitures. C'est ce que vend le groupe Volkswagen en 36 heures. Et pour autant, les valorisations sont assez similaires à 100 milliards de dollars. Pour un groupe chinois qui est encore uniquement chinois, et Volkswagen qui a des marques historiques comme Porsche ou Audi que vous connaissez. Et ça, vous dites, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut sur ces nouveaux modèles, le côté 100% électrique, peut-être que c'est autre chose qu'on valorise à travers ces groupes. Vous dites, à un moment, quand même, non, c'est excessif. Absolument. Oui, non, complètement excessif. C'est complètement excessif. C'est complètement excessif. Et donc, on est très prudent sur tous ces sujets-là. On préfère se concentrer sur une stratégie d'investissement responsable à un prix raisonnable. Vous allez nous dire effectivement comment on trouve ce Graal de la croissance durable à prix raisonnable. Mais juste encore un point, parce que vous mettez en avant aussi les limites de l'ESG, en tout cas de l'ESG comme filtre unique pour des investisseurs aujourd'hui qui sont attirés par évidemment cette question de l'investissement durable et soutenable. Il y a un sujet de critères, presque de normes derrière aujourd'hui ce segment de l'investissement responsable. Louis ? Oui, alors c'est un point qu'on relève souvent. C'est vrai que quand on pense... Alors, le point de départ, c'est que l'ESG, c'est très bien. C'est très bien que de plus en plus d'investisseurs s'y intéressent. Mais il y a néanmoins des choses à avoir en tête. La première, c'est qu'être bon en ESG, ça ne veut pas dire avoir un impact positif sur le développement durable. Je vous donne un exemple. On peut être très bien noté en ESG, AA par exemple, c'est la deuxième meilleure note possible, tout en fabriquant des tanks et des missiles. C'est le cas de BAE Systems au Royaume-Uni. Donc ESG et développement durable sont deux choses vraiment différentes. La deuxième chose, c'est les agences de notation qui ont tendance à être en désaccord entre elles assez fréquemment. Dans près de la moitié des cas, elles ne sont pas d'accord sur quelle note attribuer à une même entreprise. Donc il faut vraiment aller au-delà de la notation pure et simple et regarder les données brutes sous-jacentes qui permettent de voir l'évolution des différents critères sur l'environnement, les aspects sociaux et la gouvernance de l'entreprise. Bon, justement, comment est-ce que vous avez construit chez Zadig AM votre approche pour arriver à investir durablement, chercher une croissance durable à prix raisonnable, et quels sont les exemples de conviction que vous pouvez porter en ce sens, Louis ? Oui, absolument. Alors l'idée de notre stratégie SR, c'est de garder l'ADN de Zadig, donc d'être diversifié et pas uniquement sur des thèmes de qualité ou de croissance. Donc on s'oblige à regarder des entreprises plus cycliques ou plus délaissées par le marché. Il y a 3 grands cas de figure qui sont intéressants pour nous. Le premier, c'est les entreprises qui sont mal comprises par le marché ou par les agences de notation ESG. En général, c'est plutôt les small et mid cap qui ont un peu moins de ressources en interne pour communiquer de façon efficace avec les agences d'un côté et le marché de l'autre sur tous ces sujets d'ESG. C'est le cas de SPI, par exemple, qui était assez délaissé malgré une exposition aux objectifs de développement durable assez importante, à près de 2/3 du chiffre d'affaires. L'autre cas de figure qui nous intéresse, c'est les grands acteurs du développement durable ou de la transition énergétique qui sont délaissés temporairement, parfois par le marché. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec le biais de confort. C'est le cas de Veolia, qui aujourd'hui est valorisé 1/4 de moins qu'il ne l'était il y a 1 an avant le Covid.
alors que toutes les annonces du Green Deal vont plutôt dans le sens de l'économie circulaire, du traitement des déchets, de l'eau et de tous ces sujets-là. La raison principale, selon nous, c'est la saga avec Suez, dont vous avez sans doute parlé, et qui rajoute une dimension d'incertitude et une dimension politique au cas d'investissement qui est assez simple à l'origine, et donc ça fait fuir une certaine partie des investisseurs. Mais ce nuage-là se dissipera un jour, vous dites, chez Veolia. C'est ce qu'on pense. On pense que cette transaction a beaucoup de sens, qu'elle finira par aboutir et qu'elle a du sens pour tout le monde, sauf évidemment l'équipe dirigeante de Suez qui fait tout ce qu'elle peut pour la bloquer. Enfin, un troisième cas de figure qui est très intéressant, et je conclurai là-dessus, c'est les entreprises qui sont en pleine transformation vers des métiers plus durables. C'est le cas de Stora Enso, une société finlandaise dans laquelle on a investi. C'est la plus vieille entreprise à responsabilité limitée dans le monde. Ses origines remonte au XIIIe siècle en Suède. C'était une mine de cuivre à l'époque. Au début des années 2000, c'était un des plus gros producteurs de papier dans le monde, donc pas vraiment très green. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros propriétaires de forêts, d'une part. Plus de 7 milliards d'actifs, 3,5 millions de tonnes de CO2 qui sont absorbées grâce aux forêts chaque année. Et une activité de recyclage d'emballage qui est recyclable et bien plus écologique que le plastique et le verre qui sont ses concurrents principaux. Donc il y a beaucoup de cas de figure possibles pour investir de façon durable sans payer nécessairement des multiples complètement dérisoires. Et ça nécessite, Louis, là, dans l'idée, le projet industriel de Zadig, d'avoir des modèles d'analyse propriétaires, comme on dit, Louis ? Oui, absolument. Toute la recherche est faite en interne, que ça soit du côté purement financier, mais aussi de l'analyse de ces critères ESG et de l'exposition aux objectifs de développement durable. Bon, et les critères ESG vont, ces ratings ESG, vous dites, ça va rester quand même un biais de marché important, ou est-ce que les investisseurs vont réussir justement à peut-être s'approprier de manière un peu différente, plus flexible aussi ces critères-là ? Alors, je pense que déjà la taxonomie européenne qu'on attend avec impatience et qui devrait, alors on a déjà un premier draft, mais qui devrait être mise en place l'année prochaine, va aider un peu les investisseurs à regarder au-delà des simples ratings ESG et à considérer un peu les sociétés en fonction de leur activité, parce que les notations ESG ne prennent vraiment pas en compte l'impact des produits et des services que vend une société sur le développement durable, l'environnement, la société au sens large. Donc cette taxonomie va aller dans cette direction et je pense que c'est un premier pas important. La nomenclature, c'est ça effectivement. Exactement. De ce qui est green, ce qui l'est moins, ce qui ne l'est pas du tout, et tout ça décidé au niveau européen. Merci beaucoup Louis. Louis Larère qui était avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez Zadig Asset Management. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.